Salut à toutes et à tous, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites ou encore coureurs de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous. Et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et y laisser un petit commentaire. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je m'entretiens avec le responsable marketing France de la marque américaine de chaussures de trail et route Altra. Nous allons parler dans un premier temps de son histoire de vie et de son arrivée en métropole à l'âge de 12 ans, de ses expériences d'athlète de haut niveau en décathlon et 400 mètres haies, mais aussi de son rôle au sein de la marque américaine. Il nous expliquera aussi l'ADN de la marque ainsi que les principales caractéristiques des chaussures qui prônent un retour à une foulée naturelle. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de notre entretien, puisqu'étant musicien, Sherwin nous a fait le plaisir de nous jouer un petit morceau de guitare pour conclure notre épisode. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Sherwin Assadan. Aujourd'hui, je suis avec Sherwin Assadan. Salut Sherwin, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. Salut Nicolas, merci à toi. Moi j'adore cet exercice, donc franchement merci à toi. Tant mieux, si tu adores cet exercice, tu vas pouvoir nous partager plein de sujets divers et variés. Euh, je tiens à remercier l'agence Epic qui nous a mis en relation par le biais d'Edouard, que je salue. Donc voilà, je tenais à le remercier dans un premier temps. Sherwin, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ouais, donc je m'appelle Sherwin Assadan, j'ai 30 ans, je vis en région parisienne, et puis je travaille chez Altra depuis maintenant 4, bientôt 5 ans, et je m'occupe de la coordination marketing pour Altra pour la France. Très bien, super présentation. Moi, dans mon podcast, ce que j'aime bien faire, c'est commencer par le commencement pour en savoir plus sur mes invités. Est-ce que tu peux un Ouais. petit peu nous parler de ton enfance, où tu as grandi et dans quelles conditions, si possible? Ok, alors moi je suis né en Guyane française, Mhm. je suis guyanais, donc je suis né à la commune de Cayenne en 1990. Et quoi dire, j'ai fait toute mon enfance dans une cité qu'on appelait Cabasso à l'époque, donc un peu c'est ce genre d'endroit où en fait tu passes toute ta vie dans les mêmes bâtiments, etc. Tous tes amis sont dans le même coin, donc c'est vrai que tous mes souvenirs sont vraiment concentrés sur mon quartier de l'époque. Et puis bon, bien sûr, il y a toute ma famille, toute la famille du côté de mon père qui se trouve là-bas. Donc voilà, j'ai fait jusqu'en 2001, j'étais en Guyane, et puis après, pour des raisons personnelles avec mes parents, par rapport à leur profession, on est parti en France. On a fait une première année en région parisienne, et puis après, je me suis retrouvé en région centre, vers Orléans, quasi sur la majorité de mon parcours scolaire, et puis après, je suis remonté sur Paris pour Altra. Donc oui, voilà, mon enfant, je l'ai partagé entre la Guyane et puis la région centre. Quel, quel a été, à quel âge tu as quitté la Guyane française? À 11 ans, en 2001, à 11 D'accord. ans. Comment tu as vécu Ouais. cette période-là? C'est un c'est un très très gros sujet. Non, il y a énormément de choses à aborder, mais pour simplifier, c'était pas, ça n'a pas été facile parce qu'en fait, en, en- donc la Guyane, c'est la France, mais c'est la France sur le papier, tu vois. Bien Mais sûr. la Guyane, si on parle culturellement, le paysage, la langue, etc., ça n'a strictement rien à voir avec la métropole. Et Mhm. du coup, c'est vrai que quand je suis arrivé en métropole, tout était dépaysant. Déjà, le fait de quitter tous ses amis, se retrouver un peu seul, se retrouver ensuite quand on était en région centre, etc. J'étais un peu dans une petite campagne, donc c'était la ville, c'était Gien et Poiliers-les-Gien Mhm. où je découvrais un peu ce que c'était les provinces françaises, la campagne française, etc. Je suis guyanais, donc on n'était pas forcément surreprésenté dans cette région-là. Donc
c'était intéressant, on va dire. C'était pas facile tous les jours, mais c'était intéressant. Mais en tout cas, je suis très ravi d'avoir fait ce voyage-là parce que le fait d'avoir grandi en métropole, forcément, on est beaucoup plus connecté un peu avec le monde. Et Mhm. du coup, ça m'a permis de découvrir beaucoup plus de choses que si j'étais resté en Guyane. Bah, forcément, c'est pas une île, mais on va dire que c'est très isolé. Donc c'est vrai qu'on peut tourner en rond un peu plus dans les dômes. Donc voilà, c'était pas facile, mais je suis très heureux que mes parents aient pris cette décision. Et vous êtes partis à plusieurs? Tu as des frères, des sœurs aussi? Oui, j'ai un frère. En fait, ma mère est partie en premier. Ensuite, mon frère et moi, nous avons suivi. Et puis mon père nous a rejoints l'année d'après. D'accord. Les premiers pas en métropole, comment ça se passe? Les premiers pas de scolarité, comment se passe-t-il? Rien de particulier, hein. Donc je suis arrivé, j'étais en sixième. Non, rien de particulier. C'est juste que j'étais un enfant un peu l'école, on va dire que comment dire. Je vais pas dire que j'étais perturbant, mais j'étais très bavard. Mhm. J'étais très bavard, très dissipé. J'avais toujours besoin je m'ennuyais très vite en cours, donc j'avais besoin toujours de faire des trucs, de me stimuler, quoi, de stimuler. Donc ça va avec toutes les bêtises qu'on peut faire à ces âges-là, quoi. Donc je suis vraiment pas un exemple au niveau de ma scolarité. Mais non, c'est rien de particulier, rien de particulier. J'ai dû faire la transition, si on peut aller dans le détail. Moi, j'aime bien. Ça Bien me sûr. dérange pas de. J'ai dû faire la transition entre l'éducation qu'il y avait en Guyane et l'éducation on va dire en France, qui, en tout cas à mon époque, n'avait rien à voir. Ou en Guyane, à mon époque, on était vraiment sur des choses très, très, très strictes. Ça veut dire que quand je parle de l'éducation que j'ai eue moi, bah limite ça corrèle avec l'éducation que mes parents ou enfin les parents des personnes ici ont Mhm. eu. Tu À vois ce leur que je veux dire? époque, Il y a un bien sûr. décalage comme ça. Mhm. Il y a un décalage comme ça. Donc, et puis l'école, c'était pas pareil, hein. Moi, je viens d'une époque où, quand tu étais en primaire, les maîtres et les maîtresses avaient le droit de te taper, quoi, tu Mhm. vois. Donc, donc ouais, c'est juste cette petite transition de découvrir l'école en métropole, mais sinon, à part ça, rien de particulier. Rien de particulier sur ma scolarité. Tes premiers pas de sport, j'imagine que ça a été en Guyane. Qu'est-ce que tu as fait comme sport en premier lieu? Ouais, alors si je remonte le plus loin possible, parce que dans mon quartier j'avais des voisins que c'était des Brésiliens. Il y a une très forte immigration Mhm. de Brésiliens en Guyane. Et du coup j'ai commencé avec eux, ils m'ont appris des bases un peu de capoeira. Donc j'ai commencé comme ça. D'accord? Après j'ai fait un peu d'art martial, j'ai fait du Viet Vo Dao exactement, qui est un art martial vietnamien, Mhm. basé sur vraiment tous les coups de pied. Et puis après, quand je me suis retrouvé en France, j'ai fait un peu de basket parce que mon frère faisait du basket, donc j'ai suivi les traces. Et puis j'ai fait qu'un an pour X raisons. Et puis après très vite, j'avais un ami qui faisait de l'athlétisme. Son coach il m'a fait faire un test et puis on a fait un test, ça s'est bien passé. Et puis en fait j'ai commencé comme ça à l'âge de 14 15 ans à faire de l'athlétisme. Donc ça, c'était sur Orléans, alors. Ça, c'était, ouais, sur Gien, exactement, Gien. une commune à une heure, ouais. Gien, Gien, à Mhm. une heure d'Orléans. Et tes premiers pas d'athlétisme, donc j'imagine dans un stade, tu te sentais à l'aise quoi, sur quoi? Plutôt sur du demi-fond, sur de la vitesse, sur quoi? Ben, en fait, justement, donc à Gien, à l'époque, c'était une piste de cendré, tu vois. Donc, moi, je connaissais pas le tartan, donc j'ai commencé un peu sur ça. Et alors, en fait, il y avait un club d'Orléans, enfin, d'une commune de l'agglomération orléanaise qui s'appelle Saran. Mhm. Et en fait, c'est comme si le club de Saran avait comme une petite ramification sur Gien. Et mon entraîneur, lui, il était rattaché là-bas. Et il y avait une forme de culture dans ce club-là où quand on prenait des jeunes assez tôt, en fait, on les faisait rapidement faire des épreuves combinées D'accord. pour en fait les développer, les placer un peu sur plusieurs épreuves. Et puis après, par la suite, on voit pour se spécialiser. Donc moi, je me souviens, mon premier test c'était sur des haies, mais de type 110 mètres haies. Mhm. Ça s'est bien passé. Donc en fait, j'oscillais entre le 110, le 100 longueur, le 100 hauteur, le lancer de poids. Bon voilà quoi. Et en fait, comme j'étais assez, on va dire, assez à l'aise sur plusieurs épreuves, en fait, on m'a directement mis en épreuve combinée, donc décathlon à partir de cadet ou junior, je sais plus.
Et en fait, j'ai fait toute ma carrière, j'ai fait toute mon aventure sportive, Ton aventure sportive. Ouais. euh, ouais, aventure sportive dans le décathlon. Et j'ai fait un peu de 400 mètres haies après. On peut aller un peu plus dans le détail si tu Bien sûr, bien sûr. Moi, justement, l'intérêt aussi, c'est, même si c'est un podcast de trail, c'est de connaître vraiment le passé, et notamment sportif de mes invités. Et je pense que c'est super intéressant. Le décathlon, on connaît bien sûr par le biais de Kevin Mayer veux. Kevin actuellement, mais Mayer, ouais. c'est un Mm. sport qui est, je pense, assez méconnu. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail? Alors, comme tu veux, soit du 400 mètres, soit du décathlon, comme tu préfères. Non, non, on va rentrer, on peut le faire chronologiquement, tu vois. Bien sûr, vas-y. Déjà pour la définition, bah, le décathlon, donc décathlon pour 10 épreuves. En gros, c'est une épreuve qui se fait sur 2 jours, sur 2 jours, 5 épreuves par jour. Et en gros, on enchaîne. Donc je te l'ai dit dans leur premier jour, si je me souviens. 100 mètres, saut en longueur, lancer de poids, saut en hauteur et 400 mètres. Mhm. Et la deuxième journée, 110 mètres haies, saut à la perche, lancer de disque, lancer de javelot, et puis 1500 mètres. J'ai dû inverser avec le 100 hauteur, mais peu importe. Et du coup, à chaque épreuve, on comptabilise des points, et le but, c'est qu'à la fin des 10 épreuves, celui qui a le plus gros total a gagné la compétition. Et du coup, non, vas-y, dis-moi si t'as Non, une non, question. vas-y, non, je suis estomaqué, moi, de cette discipline en fait, la complexité qu'on peut y trouver à mélanger vitesse, agilité, force. Je pense que c'est là la difficulté de. C'est ça, ouais, c'est ça. Bah, t'as 10 épreuves, il y a des épreuves qui sont totalement opposées. Ça veut dire que d'un côté, il faut que tu travailles ton explosivité, ta puissance, ta vitesse pour le 110 mètres, 100 mètres, les sauts. Et puis de l'autre côté, il faut quand même que tu travailles le foncier pour ton 1500 mètres, tu vois. Mhm. Et du coup, il te faut de la force pour les lancer, surtout le poids. Mais en même temps, il te faut quand même de la vélocité, de l'agilité pour tout ce qui est les sauts, les sprints. Donc, en fait, tu dois, selon le profil de la personne, ajuster en fait ton programme d'entraînement pour que ça soit le plus pertinent. Tu vois, par exemple, moi, alors j'avais un coach qui s'appelait Nicolas Queval que je salue Qu'on salue. fortement, que je salue très fortement, qui en fait comment dire, à cette époque, quand on était jeune, il nous poussait pas directement à des grosses séances de musculation, etc. C'était beaucoup basé sur de la technique. Mhm. En fait, il nous développait beaucoup sur la technique. Et puis en tout cas, moi, c'est comme ça qu'il fonctionnait. Et puis après, lorsqu'on aboutissait sur la technique, on venait compléter ça par tous les exercices de renforcement, etc. Enfin, on va dire des vraies grosses séances de muscu. Mhm. Et, euh, et ouais, quoi. Donc moi, j'avais un profil plutôt longiligne, très léger. J'étais plutôt sprinter-sauteur. D'accord. Donc du coup, on passait un peu naturellement. J'avais des facilités sur ce genre, surtout sur les sauts, le saut en longueur. Donc voilà, on passait très rapidement sur ces exos-là. Et on venait se focaliser, par exemple, sur le 110 mètres haies, ou qui est une épreuve un peu plus complète, Mhm. mais qui permet de gagner des points. Et puis voilà, donc tu balais un peu comme ça tes avantages, et puis Tes faiblesses. tes faiblesses, et Mhm. t'as juste un peu ton programme, quoi. Mais Est-ce, ouais, ouais, c'est beaucoup, ouais. est-ce qu'il y a des classements? Est-ce qu'il y a comment dire, une hiérarchie dans les épreuves? Tu veux dire des épreuves qui comptabilisent plus de points, ce Tout à genre de fait. choses? Tout à fait. En fait, comment dire? C'est vrai en fait, il y a des épreuves où je vais te dire, par exemple, le saut à la perche, par barre, je crois que c'est 10 centimètres par centimètre. Et du coup, c'est 10 centimètres, tu gagnes énormément de points, ou tu perds énormément de points, tu Mhm. vois. Ça veut dire que si t'es nul en saut à la perche, et t'as un mec, il est un peu bon ou très bon, en fait, l'avance qu'il va te mettre, ce sera très difficile à rattraper. D'accord. Et t'as d'autres épreuves où au final, entre quelqu'un qui est bon et quelqu'un qui est très bon, au final, ça va pas, il y aura pas mort d'homme, tu vois. Le mec, il peut se Mhm. rattraper. Donc je sais que ouais, les sauts, les lancers aussi. Je sais que le lancer de poids, si t'as 1 mètre de différence, enfin laisse tomber, quoi. T'as un écart qui fait que c'est compliqué derrière à Mhm. rattraper. Et moi, je sais que j'étais bon sur pas forcément les épreuves qui gagnent le plus de points. Donc voilà. T'as été jusqu'à quel niveau en décathlon? Je sais pas comment c'est organisé du coup, national, comment ça se passe?
Ouais, en fait, c'est pas, tu sais, comme les sports en équipe où tu fais que une compétition départementale, ensuite machin, Mhm, etc. Tu fais des minima et enfin, tu fais des performances requises qui vont te mhm, permettre d'accéder à certains championnats, tu vois. Et mhm, moi, enfin, j'aurais pu prétendre au niveau international dans le sens où j'ai donc pour faire la chronologie, donc j'ai commencé en minime 2 l'athlétisme. mhm. 2 ans après, Nicolas Koval, qui lui évoluait à Orléans, est venu me faisait des allers-retours à Gien pour faire un peu de la détection. Il avait vu un potentiel en moi et lui, il a créé un pôle espoir sur Orléans et il m'a rentré sur les listes de haut niveau pour être sportif de niveau et pouvoir intégrer le club, enfin le pôle. Mhm. Et du coup, 1 an ou 2 ans après, donc j'étais régulièrement très rapidement au niveau national, donc je faisais les championnats, les championnats de décathlon, les championnats de France de décathlon. Et puis du coup, grâce à ça, ça m'a permis d'accéder au niveau international, donc ce qu'on appelle les matchs européens. En gros, c'est les 3 premiers et les 4 premiers dans les 4 premiers français au décathlon, aux épreuves combinées, font des compétitions internationales. D'accord. Et après, il y a les championnats d'Europe et puis enfin, tous les championnats internationaux où pareil, tu dois faire des perfs requises. Et moi, 1 mois avant de tenter ma compétition et de tenter mes toutes premières qualifications pour un championnat européen, je me suis fait une pubalgie, Aïe. ce qui m'a stoppé net. En soi, j'aurais pu, bah après, on peut pas savoir, mais en tout cas, j'avais le potentiel requis pour partir sur les championnats d'Europe. Et donc voilà, en fait, je me suis blessé, j'ai pas pu revenir pendant 1 an et demi. Je vivotais comme ça en fait. Je faisais des La allers-retours. pubalgie, c'est terrible comme blessure. Bah en fait, L'inflammation du pubis, c'est ça? ouais, Le c'est ça. muscle. Et en fait, c'est tellement terrible, c'est que je l'ai eu en 2009. Et en fait, aujourd'hui, je ressens encore des douleurs, tu vois. Ça veut Ouais. dire que j'ai pu faire d'autres sports, Mhm. mais l'athlé, tu vois, le cisaillement, le cisaillement au niveau du cycle, ça passe pas. Faudrait que je retente, mais ça passe. C'est difficile. Donc ouais, donc ça m'a stoppé pendant 1 an et demi. Enfin, je sais pas que je m'entraînais pas, mais c'était très compliqué. Mhm. Et puis voilà. Donc je réponds déjà à ta question. J'étais au niveau national. Et puis après, je pouvais prétendre au niveau international, mais j'ai pas réussi à conclure sur ça. Comment Et c'est tu. par la suite que Vas-y, ouais, dis-moi. vas-y, je te laisse finir. C'est. Non, je disais que c'est après que j'ai basculé sur 400 mètres haies. En fait, après mes 1 an et demi, je me suis retrouvé à faire un stage au Sable d'Olonne. C'était sur le mois d'avril, avril, je crois, si je dis pas de bêtises. Mhm. Et en fait, j'ai repris un peu l'entraînement comme ça. Je suivais un peu les gars et je faisais des entraînements type sprint long, tu vois, donc 400 mètres, 400 Mhm. mètres, enfin, plutôt 400 mètres. Et mais je sais pas pourquoi, mais en fait, du jour au lendemain, j'avais plus du tout mal. Et en fait, j'ai réussi à faire mon stage à fond, tu vois. Mais uniquement Et on sur le s'est dit, 400 écoute, mètres. T'avais plus mal uniquement sur le 400 mètres. ouais, je faisais, en fait, sur les séances de sprint, en tout cas, que je faisais, j'avais plus aucune douleur, tu vois. Donc, Mhm. je pouvais vraiment, c'était la première fois vraiment que depuis 1 an et demi, je pouvais être aussi à fond, quoi. Donc, et ce qu'on s'est dit, écoute, on va pas trop faire reprendre par des combinés parce que le fait d'aller d'épreuve en épreuve, ça va solliciter le corps de Bien sûr. différentes manières et ça risque peut-être de réveiller le truc. Donc, là, tu as l'air plutôt à l'aise sur le 400 mètres. On bascule sur ça. Et au final, j'ai basculé sur 400 mètres haies. Alors tu me diras, le passage de haie, c'est Bah pas ouais, c'est forcément le clair. mieux C'est clair. pour la symphyse, mais je ne sais pas pourquoi, ça passait bien. Ça passe bien. J'avais quelques gênes, mais en tout cas, ça m'empêchait pas d'aller à fond et j'ai très vite pris confiance en mon corps et en fait, ça m'a pas du tout dérangé sur toute la saison. Donc en fait, je me suis lancé un peu comme ça, de manière au hasard, une saison improvisée de 400 mètres haies, donc une demi-saison, parce que ça a fait Mhm. de avril-mai à juillet où il y avait les championnats de France Espoir, parce que là, j'étais passé en Espoir. Et puis du coup, c'était super intéressant parce que c'était très différent, c'était très dur. Moi, à l'époque, j'étais pas le mec. J'arrivais à me mettre dans le rouge, mais l'épreuve du 400 mètres, c'est une épreuve qui me faisait peur. Tu vois, elle me faisait peur. Et le sprint long, c'est très dur. Il faut vraiment, c'est à bloc de A à Z et c'est très compliqué. Donc c'était super intéressant de découvrir ça. Intéressant aussi parce qu'en fait, tu sais, sur une demi-saison, c'est quand même une épreuve. Faut faire du volume, tu vois, faut faire du foncier pour C'est pouvoir clair. assumer la succession des compétitions. Donc très vite, j'ai dû rentrer un peu dans une gestion des compétitions. J'en ai franchement sur toute la saison, j'ai dû faire une, deux, trois, quatre, cinq, peut-être cinq, six courses, tu vois. Même ouais, cinq, six courses grand max, ce qui est pas beaucoup, tu vois.
Et je me suis retrouvé très vite à faire des jolies paires. Donc je me souviens que j'avais fait en une demi-saison, j'avais fait 52 secondes 86 exactement sur 400 mètres haies, comme ça, de Mhm. manière improvisée, ce qui m'a amené à la finale des championnats de France, quoi, tu vois. Ah ouais. Et une finale assez intéressante parce que du coup, je fais la série. Je me souviens, je fais la série. Il pleuvait, il faisait pas beau, etc. Mais il y avait pas de vent. Et ce jour-là, j'avais les jambes en feu, quoi. Donc je fais ma course, premier virage, tac, je sors du premier virage, ligne droite, je me sens vachement bien, j'accélère. Deuxième virage, je sors, je mets un dernier coup de collier, je franchis la ligne, je fais 52,87, pas essoufflé, vraiment à l'aise. Et Le je me dis flow. bon, ouais, franchement, je me dis Charwin là, il y a un truc sympa à faire. Il y a un truc sympa à faire, donc je suis sur cette note là. Le lendemain, il fait super beau. Par contre, il y a un vent de fou. Surtout la première ligne droite opposée, il y a un vent de face. Et quand je commence à faire mes premières gammes, mes échauffements, je sens que je n'ai plus rien dans les jambes. Mais vraiment plus rien. Et là, je me dis, bon, ça va être compliqué. Et mon coach, il me dit, bon, ben voilà, Sherwin, c'est la dernière compète de la saison, là, c'est ta dernière course, en donne tout, tu lâches tout, etc. Je me dis, bon, Sherwin, t'es fatigué, t'as pas de jambes, mais écoute pas ton corps et vas-y, quoi. Et du coup, à vos marques, prêts, partez. Je bombarde, je donne tout ce que j'ai, je sens que c'est compliqué, mais j'y vais, j'y vais. Et je me dis, Sherwin, ça va durer 50 secondes, mais t'y vas à fond. Et en fait, donc première haie, deuxième, c'est tac, cinquième, sixième, septième, huitième, je passe la huitième laborieusement. Et en fait, jusqu'à la huitième, je suis premier de la course. Tu vois, je suis Mhm. premier, j'entends le speaker qui est C'est là. Et oui, en c'est première quoi? C'est la position, Charwin finale? Assador. C'est la finale du championnat de France, là. C'est la finale de championnat de France Espoir, ouais. D'accord. Mais je savais que, je commençais à être dans le jus et je savais que j'allais pas finir premier parce que derrière, il y avait des gros concurrents, dans un qui faisait au moins 2 mètres et dans tous les cas, il était déjà à côté de moi en train de me dépasser, tu vois. Mhm. Et en fait, je me dis bon, j'ai peut-être le podium à jouer, quoi, tu vois. Et sauf que sur la huitième, je passe laborieusement et en fait, je me vautre sur la neuvième. Donc je tombe pas, mais limite mon genou il frotte au sol, etc. Le temps de me relever, il y a tout le monde qui me passe devant. Je franchis la dixième et puis je finis avant dernier en 53 ou 54 secondes, tu vois. Mhm. Donc voilà, un peu de déception, mais malgré tout très prometteur pour la suite. Et du coup, mon coach, il me dit, bah écoute, là, en espoir, l'année d'après, il y a encore les championnats d'Europe espoir. Les minima, c'est 51 secondes en 400 mètres haies. Ça va être ton objectif pour l'année prochaine, quoi. Et je me dis 51, 54 H, c'est pas ridicule. On rentre vraiment dans des belles perfs. Et Mhm. du coup, j'étais super content. Et puis en fait, la rentrée elle reprend et en fait du jour au lendemain, à partir d'octobre, bah, la pubalgie elle revient. Aïe. Et à partir de là, elle m'a plus jamais lâché. Et en fait, j'ai tourné le dos à la piste parce que ça m'énervait et puis je voulais passer à autre chose, quoi. Comment, Donc euh, comment donc tu, voilà les blessures. comment tu gères la situation à ce moment-là? Tu prends la décision, tu subis, dans quel état d'esprit tu es? Ah, je me souviens pas parce que ça remonte à un certain temps, mais en fait, je sais qu'à cette époque-là, ma seule, en tout cas, la solution qui était le plus facile pour moi, c'est que j'ai coupé les ponts, en fait, tu vois. Mhm. J'ai coupé les ponts drastiquement, un peu avec tout mon milieu de l'athlé. Je me suis retourné, en fait. Ça a été, je vais pas dire que je regrette, tu vois, j'ai fait comme j'ai pu le faire, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Il fallait que Il fallait je le pouvais faire. pas garder de contact et tout. Ouais, voilà. Et écoute, c'est fini. Pendant un an et demi, tu vois, la première fois pendant un an et demi, on me trimballait de kiné, de kiné à kiné, on me parlait d'opération, mais l'opération c'est pas sûr. On m'a amené voir des mecs, genre l'ostéo de l'équipe. D'une équipe qui s'occupe, je crois, de l'équipe d'Arsenal, etc., etc. Donc on Mhm. m'a baladé à gauche, à droite. Pendant un an et demi, tac, le sursaut d'espoir avec ma saison de 4H. Je me dis, putain, c'est top, je reviens au haut niveau. Et puis, bam, ça reprend. Non, laisse tomber, c'était trop. Il fallait que. Donc, ouais, j'ai coupé les ponts, quoi. Ouais, c'était pas top. Ouais, je peux dire que je regrette un peu, tu vois, parce que, tu vois, notamment mon coach, tu vois, il m'avait suivi et tout. Et puis, du jour au lendemain, je donnais plus trop de news et tout. Et c'est un truc que c'est un petit remords que je peux avoir, quoi. Mhm. Non, mais Donc, on peut le comprendre. On peut penser que, euh, je sais pas dans quel état d'esprit tu étais exactement au niveau sentimental, mais tu avais peut-être besoin de ça pour vraiment partir sur autre chose. Et d'ailleurs, est-ce que tu es parti sur autre chose à partir de ce moment-là? bah après, à partir de là, j'ai un peu plus, je me suis focalisé sur les études. En tout cas, essayer de trouver ce que je voulais faire
de ma vie à cette époque-là, parce que le sport, ça me plaisait, mais tu vois, je fais partie tu vois, ma génération, les années 90, et puis après, tu vois, c'est trop tôt pour nous pour savoir ce qu'on veut faire de la vie, tu vois. Mhm. Dès que tu es au collège, on te dit déjà, écoute, qu'est-ce que tu C'est veux clair. faire? Tu dois prendre une décision. Mais à cette époque, on a tellement, tu vois, avec Internet, etc., t'as l'impression que tout est possible, donc t'es un peu perdu. Donc Mhm. moi, je fais partie de cette génération-là. Mais après le sport, je me suis dit, écoute, maintenant, il faut que tu prennes un peu ta vie en main par rapport aux études. Donc j'ai un peu cherché à droite à gauche ce que je voulais faire. J'ai fait quelques différents trucs pour finir dans. Et puis après, je me suis décidé de me lancer dans l'expertise comptable. Donc c'est sur ça que je me suis, on va dire, focalisé. D'accord, donc tu te lances dans l'expertise comptable, tu passes tes diplômes, tes examens, etc. Tu te lances professionnellement, tu peux nous raconter un petit peu tes premiers pas professionnels dans ce Ouais, domaine-là? en fait, j'ai commencé par un BTS et la compta gestion. Je me suis dit bon, c'est pas trop mal, on va voir. Mhm. Ça s'est bien passé, tu vois, c'était assez, en tout cas, c'est simple pour moi, c'est facile. Puis du coup, j'ai enchaîné avec la licence et puis après, je me suis dit, écoute, quitte à être comptable ou gestionnaire, autant aller pousser le truc. Et c'est là je me suis dit que j'allais viser l'expertise comptable. Mhm. Donc, je me suis retrouvé sur une école, donc en alternance. J'ai choisi une école sur Paris. Et en fait, je faisais les allers-retours entre Paris et Orléans, parce que j'habitais toujours à Orléans. Mhm. Et puis, à partir de là, donc j'évolue, je suis en master et là, je me rends compte qu'en fait, c'est pas du tout le milieu dans lequel j'ai envie d'évoluer. J'étais en alternance dans un petit cabinet d'expertise comptable en province, à côté d'Orléans, et ça me plaisait pas du tout. Ça me plaisait pas du tout. Donc, je me suis dit, écoute, Sherwin, il est encore temps Je te de coupe, vraiment mais réfléchir à ce que tu je te veux. coupe, excuse-moi, Sherwin, mais expert Ouais, pas de comptable, souci. c'est bac plus combien? Non, c'est bac plus 8. Ah oui, C'est en fait, tu fais ton master et après ton master, tu passes un diplôme qui s'appelle le DEC, en fait, qui est sur 3 ans, tu vois. Donc d'accord, voilà. d'accord. Et donc tu te rends compte que Et c'est pas ton domaine, ça te plaît pas, quoi. ouais, non, moi, dans le master, je me rends compte que c'est pas du tout mon délire. C'est pas du tout mon délire. Donc je me dis, écoute, il est encore temps de choisir soit entre le sport ou soit entre la musique, parce qu'en fait, je fais de la guitare et tout. Mhm. Et j'avais un ami qui avait fait une école de jazz à Orléans qui s'appelait des Jazz à Tours. Et je me suis dit, écoute, là, il est temps de les poser sur la table, comme on dit, Mhm. et de tenter, quoi. Tu Et vois, d'y même aller, si on quoi. va te dire, ah, est-ce que c'est risqué et tout, d'y aller, quoi. Et au final, j'ai choisi un peu le sport et j'ai repris une licence, j'ai pris une licence professionnelle en événementiel sportif. D'accord? Et voilà, je suis arrivé avec un tout autre mindset. J'étais hyper motivé, tenter des trucs, découvrir et puis vraiment aller au bout de ce projet-là. Tu vois, là, j'avais changé. Qu'est-ce que tu avais comme projet à ce moment-là pour te lancer dans la licence? D'ailleurs, je savais même Ben, pas que ça ben, existait, la ouais, licence professionnelle événement sportif. Tu voulais être quoi? ouais, Tu bah voulais après, faire quoi? euh, en fait, le fait d'avoir fait plusieurs années dans un, tu vois, la compta, je vais pas dire que c'était pas ma passion, quoi. Mhm. C'était comme plein plein de personnes dans mon cas, tu prends un peu une filière parce que bon, voilà, tu sais, c'est général, ça peut te permettre d'avoir accès à plein de trucs et puis bon, voilà, quoi. Tu vois, on te dit, écoute, passe en général, je passe en général. C'est Tu te clair. prends pas trop la tête. Donc la compta, c'était sympa. Je peux pas dire que c'était ma passion, mais ça me permettait d'aller sur plusieurs choses. Si je pouvais après partir en école de commerce, ce genre de choses, Mhm. je me suis dit pourquoi pas, quoi. Mais quand je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire de ma vie, quand je me suis décidé à reprendre encore ma licence dans le sport, etc., je me suis dit, écoute, Sherwin, ça va peut-être être la dernière fois que tu auras la force de reprendre un cursus. Fais-le à fond, quoi. Tu vois, fais-le à fond. Va au bout des choses. S'il y a des, tu vois, ce genre par exemple, dans les facs, il y a toujours des associations d'étudiantes qui sont en lien avec les cursus, bah écoute, va voir ce qui se passe dans les associations. Si tu peux être membre du truc, vas-y, va à fond dans ton truc pour pas avoir de regrets, quoi. Tu vois, t'as fait ton changement de cursus, tu vas à fond. Donc Mhm. j'étais un peu dans ce principe-là, tu vois. J'étais un peu dans ce principe-là. Et puis sur la fin d'année, donc tu as le stage de fin d'études, le stage de 6 mois. Je commence à postuler un peu à droite à gauche. Et en fait, je me fais contacter par Altra que je ne connaissais pas du tout parce que à cette époque-là, je ne connaissais pas du tout le milieu de la course à pied, tu vois. Même si je faisais de l'athlé, le seul contact qu'on avait avec les gens de la course à pied, c'était tu vois, les mecs qui faisaient du 1500, du 800 Mhm. et ou les mecs qui s'entraînaient, enfin qui avaient des clubs de route et qui faisaient leurs séances de fractionnés. Attends, excuse-moi, j'ai perdu mon micro. Vas-y, vas-y, y a pas de Qui souci. faisaient, qui faisaient leurs séances de fractionnés sur la piste.
Donc on les regardait, on était là, bon, les demi-fondus, tu vois, comme on les appelait, les demi-fondus. Et puis toute notre vie, c'était les regarder, faire des tours, et on se disait, mais pourquoi en fait, tu vois, pourquoi ils s'infligent ça, pourquoi ils font tout le temps la même chose. Donc tu vois, on était un peu, tu vois, il y avait deux équipes, quoi, tu vois, Ouais, ouais. l'athlé, les Il y pistards et avait deux tout. clans. Enfin, ouais, les sprinters, les sauteurs, tout ce que tu veux, et puis les demi-fondus. Donc tu vois, moi, j'étais dans ce rapport-là, hein, avant Altra. Et donc je découvre. Donc moi par contre, je suis quelqu'un de très passionné de base. Donc j'ai été chercher sur Altra, j'étais sur le site et tout. Et puis je vois la fiche de poste qui était super intéressante. Donc je me dis putain, mais ça a de la gueule quand même comme stage. Je regarde un peu Altra, je regarde les concepts. Donc tac, full technique de course permet de réduire. Et moi ça, en fait, ça me parle tout de suite Ouais. parce que ça faisait tout de suite le lien avec mon background de sportif où tu vois, l'athlé, on est dans la technicité, mais pure, tu vois, tu vois, si on parle de course à pied, tu vois, le sprint, tu vois, moi, je me souviens, on passait parce que j'ai un ami aussi qui a évolué beaucoup plus haut, donc qui était à l'INSEP, et après qui est parti faire, donc qui était vraiment dans l'équipe élite de championnat de France sur 110 mètres haies, qui a été plusieurs fois champion, enfin, sur le podium, champion de France élite et tout. D'accord. Et du coup, on s'amusait à visionner les vidéos de tous ces entraînements au centième, au dixième de seconde près, à voir, tu vois, là, d'une frame à l'autre, ton appui s'est posé là, il devrait C'est se au poser là. millimètre, quoi. Voilà, c'est ça, c'est au millième de seconde près, et puis à étudier, tu vois, le positionnement du bassin, là, t'es pas si engagé, ton épaule, tu devrais être, voilà. Donc moi, je suis passionné par ça, et du coup, ça m'a parlé direct. Et du coup, ils m'ont appelé, premier entretien téléphonique qui s'est bien passé. Et puis le deuxième qui s'est fait avec le directeur commercial Europe. Et en fait, comme lui aussi, il avait un ancien passif d'athlète, bon, lui, c'était plus 800, ouais, 800, 1500. Mais du coup, ça a tout de suite connecté, quoi, tu vois, en tout cas à ce niveau-là. Et puis après, j'ai réussi à passer les entretiens. Et puis du coup, j'ai été choisi pour devenir ce qu'on appelle le tech rep de la marque Altra. Donc visiter tous nos magasins et les soutenir pour vendre la marque en magasin. Donc Super. les former, créer des animations, des testings, etc. Tu nous fais une super transition entre ta formation diplômante et ton premier pas professionnel chez Altra. Pour ceux qui connaissent pas Ouais, la marque, et je t'avoue que moi aussi j'ai un peu de déficit à ce niveau-là, est-ce que tu peux nous ouais, présenter un petit peu, si possible, l'historique de la marque Altra, d'où vient-elle, quand est-ce qu'elle a été créée, Sherwin? ouais. Alors la marque, elle existe depuis maintenant une bonne dizaine d'années. C'est une marque américaine qui vient dans l'État de l'Utah exactement. C'est un État très propice au trail avec d'énormes montagnes dont il y a un mont qui monte à plus de 4000 mètres. Mhm. 4000 mètres ou 4000 pieds? Non, je crois que c'est bien 4000 mètres. Et du coup, les deux fondateurs de la marque s'appellent Golden Harper et Brian Beckstead. Brian Beckstead qui s'est plus occupé de la partie commerciale, qui était le CEO de la boîte, et Golden Harper qui lui est vraiment à l'origine de l'ADN de la marque. La petite story est assez sympa. En gros, Golden Harper, à l'époque, il travaillait en magasin de running spécialisé. Ils avaient un magasin familial, en fait. Et ils avaient une grosse culture de la course à pied. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Golden Harper, à l'époque, avait le record, je crois, du monde du marathon à l'âge de 12 ans. Il l'a couru je crois, en 2h50 ou D'accord, 2 heures, autour des 2h50 ou 45, un truc comme ça, quoi. à 12 Tu ans. vois une photo de lui, on dirait, ouais, à 12 ans, à 12 ans. Tu vois une photo de lui, il fait 1m30 pour 20 kilos, il a des pattes de sauterelle, mais, euh, mais ouais, autour des 2,50, peut-être un peu plus, mais sous les 3 heures pour sûr. Donc voilà, des gros acharnés de la course. Et en parallèle, donc lui, en parallèle, quand il commençait à faire ses études, il étudiait la biomécanique du corps, tu vois, donc Mhm. l'étude des mouvements du corps humain, notamment dans la course à pied. Et quand il travaillait en magasin de running, il recevait beaucoup de coureurs avec des blessures chroniques, tu vois, au niveau de la chaîne postérieure, tendinite du genou, etc., mal de dos. Et il a fait plusieurs constats par rapport à ses études. Le premier, c'est que, enfin, en tout cas, il avait des intuitions qu'il y avait un lien entre ces blessures chroniques-là et la technique de course qu'on va appeler l'attaque talon, tu Mhm. vois, qui est l'attaque où on va venir poser l'appui un peu devant le bassin, on va venir poser l'appui au niveau du talon en premier. On sait que c'est pas la meilleure technique pour absorber les chocs. Donc lui,
Et la première constat, c'est qu'il y avait, enfin, intuition qu'il y avait un lien entre les blessures chroniques et cette attaque talon. Et la deuxième intuition qu'il a eue, c'était qu'il y avait un lien entre le drop des chaussures et l'attaque talon. Je sais que on va parler du drop tout à l'heure, donc je rentre pas trop dans le détail. En gros, plus le drop est élevé, plus on aura tendance à avoir une attaque talon, donc plus peut-être ça va augmenter le risque de blessure. Mhm. Et du coup, ce qu'il s'est dit, il s'est dit, écoute, moi, je vais proposer à ces coureurs-là qui ont tout le temps des blessures de récupérer leurs chaussures et de tenter de faire un peu, de travailler le drop. Et en fait, ce qu'il a fait, il prenait les chaussures, il avait un petit four toaster. Et en fait, il chauffait le four, il mettait les chaussures dans le four pour faire chauffer la mousse EVA à la bonne température et pour pouvoir modeler la mousse, raboter la mousse et en fait réduire ce drop. Et en fait, il a proposé les toutes premières chaussures un peu, enfin, les premières chaussures zéro drop ultra un peu pirate, mais avec de l'amorti. Donc il Et en produisait fait, pas au départ. non, non, Il récupérait les chaussures des clients et les modifiait. ouais, c'est ça, ouais. Il récupérait, il les modifiait. C'était sa phase test en fait. Et du coup, il a vu il avait pas mal de retours positifs. Je crois qu'il en a fait plus d'un millier comme ça. Et il avait pas mal de retours positifs, des gens qui sentaient qu'il y avait un impact sur leur foulée, sur carrément leurs blessures et tout. Donc il s'est dit bon, là il y a un truc à jouer. Et après, il a poussé l'idée en proposant par la suite un tout premier prototype avec justement le concept de foot shape, donc la largeur aussi à l'avant, qui permet d'avoir plus de liberté, et donc forcément du confort, éviter les blessures de frottement, tu vois, les ongles qui Mhm. cassent, les ampoules, et puis avoir un pied plus mobile, donc un avant-pied plus mobile, donc plus renforcé, plus stable. Et à partir de là, ils ont commencé à contacter les marques et tout, et puis c'est un groupe qui s'appelle Icon, qui est le leader qui est le leader mondial du home fitness. Donc dès que tu vas acheter un vélo elliptique, un tapis roulant pour toi, Mhm. généralement, c'est un peu les leaders de ça. Et qui viennent aussi de l'Utah. Donc, en fait, c'est un truc, un partenariat local, on va dire. Et puis, l'aventure a commencé comme ça, avec les deux concepts, Food Shape et le concept Zero Drop, qui s'appelle maintenant Balance Cushioning. Donc, ça a commencé, comme tu as compris, dans l'univers du trail et de la course à pied. Et Altra est très vite devenu aux États-Unis une référence. Tu vois, en tout cas aux États-Unis dans le trail, Altra c'est la marque numéro un, enfin numéro 2 avec Oka, tu vois. Mhm. Et puis après, ils ont étoffé leur gamme et puis ils ont proposé aussi des chaussures de randonnée, d'approche, de fitness, de crossfit. Parce que Altra essaie de proposer, au-delà d'une chaussure d'une marque de sport, d'équipementier sportif, il essaie vraiment de pousser cette philosophie qui est avant tout penser à soi, faire en sorte que le corps soit acteur de son activité sportive et ne soit pas spectateur. Tu vois, aujourd'hui, on aura peut-être tendance à tout mettre sur le dos de la chaussure. Tu Mhm. vois, des gens qui vont dire, écoute, j'ai mal au dos, du coup, il me faut une chaussure. Tu vois. Et nous, on essaie de plutôt dire, travaille d'abord sur toi, ton renforcement, ta technique de course, ta mobilité, etc. Et derrière, ta chaussure est un outil, tu vois, qui va te permettre de t'orienter, mais ne devrait pas être l'élément principal de ta condition sportive. C'est un peu un paradoxe, ça, Donc, c'est-à-dire essayer de vendre une paire de chaussures tout en disant que la clé, c'est pas la chaussure. ouais, et tu vois, c'est moi quand je fais les formations etc. J'aime bien. Après, ça fait partie aussi de mon éthique de travail. Tu vois, moi, je ne parle que de choses auxquelles je crois Mhm. et c'est pas parce que je travaille pour Altra que je vais absolument et pour tout parler d'Altra ou c'est de te vendre une chaussure Altra, etc. Donc moi, j'essaie d'être le plus éthique possible dans ma façon de travailler. Où tu as raison, c'est que quand je fais des formations, je me rends compte plus à. Au final, Altra, c'est pas ta formation n'est pas forcément axée sur les produits parce que c'est surtout sur le concept. Parce que Mhm. Altra, au final, quand tu as compris les concepts, après, la seule différence des chaussures, c'est est-ce que c'est du trail ou de la route, est-ce que c'est longue distance ou courte distance, tu vois. Après, il y aura quelques nuances technologiques, mais on n'a pas, notre gamme n'est pas tant basée sur la technologie, c'est basé vraiment sur le concept. Mhm. Donc c'est pour ça que des fois je peux faire des formations sans même montrer le produit, quoi. Tu vois, Mhm. parce qu'on va expliquer l'intérêt du zéro drop, les avantages, les précautions à prendre, l'intérêt de la food chip to box, etc. Et puis après derrière, tu parles du produit qui pourrait correspondre au profil, mais c'est pas le plus important, de par le concept même de la technique de course, tu vois. Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle à proprement parler au sein d'Altra aujourd'hui?
Ouais. Alors, comme je t'ai dit, moi, j'ai commencé en tant que tech rep. Du coup, pour préciser, donc voilà, le bureau, c'est d'aller, le boulot, c'est d'aller voir tous les magasins et les former pour être sûr qu'ils aient compris, bien compris l'ADN de la Donc les marque, magasins, la c'est gamme de les produits. revendeurs, hein, on est d'accord. Ouais, voilà, les revendeurs d'Altra, ouais, voilà, les Hmm. revendeurs de produits Altra. Regarder si les produits sont bien présentés en magasin, etc. Et après, travailler avec le magasin pour organiser différents types d'actions, pour pouvoir créer de la visibilité de la marque en magasin et faire en sorte que que la marque se vende bien en magasin. Ok. Mhm. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis rentré chez Altra dans une phase où on fonctionnait en start-up. En fait, du coup, on se retrouve vite à être un peu cross boulot, tu vois, on se retrouve à être un peu à droite à gauche, à devoir gérer ceci, cela. Et en fait, moi, mon poste, il a évolué de plus en plus comme ça. Entre-temps, la marque, elle a été rachetée en 2018 par le groupe VF Corporation, qui est le groupe qui possède les marques comme The North Face, Timberland, Vans, Napapijri, etc. D'accord. Et du coup, moi, j'ai suivi la transition. Et en fait, avec cette transition-là, l'équipe européenne m'a de plus en plus fait passer sur le côté marketing. Et du coup, maintenant, je m'occupe de toute la coordination marketing pour la France. Donc, en gros, c'est moi qui m'occupe de nos teams. Tu vois, la team ambassadeur, la team élite. Euh, Comment dire, la gestion des campagnes marketing avec nos key accounts, par exemple toutes les campagnes qu'on va faire avec Iron sur le digital, c'est moi qui va aller qui va travailler dessus avec Iron. Quoi d'autre, c'est moi qui manage aussi les relations presse justement avec Epic, tu vois. Mhm. Donc c'est moi qui est en relation avec Epic et on travaille ensemble pour essayer d'atteindre nos objectifs en termes de visibilité, essayer de voir un peu quelles sont les opportunités pour créer de la visibilité. Voilà, donc maintenant je m'occupe de la coordination marketing Bien pour Altra occupé. sur la France. Bien occupé, j'imagine. Et donc sur la France principalement, exclusivement, on est d'accord, hein. Ouais, sur la France. Ouais, ouais, sur la France. Après, j'essaye comme la France a été le premier pays à mettre en place le système de TechRep. Du coup, on a un peu un temps d'avance. J'ai un peu plus d'expérience sur les autres pays qui ont mis ça en place par la suite. Du coup, des fois, c'est pas que j'interviens, mais on est toujours en relation. Donc, dès que je peux apporter mon expérience, etc., pour affiner le projet, ça se fait sans aucun souci. Mais sinon, je suis focalisé sur la France. Et Vas-y. au niveau européen par rapport à la team élite, parce que c'est vrai que du coup, je vais m'occuper de maintenant la team Europe élite. C'est moi qui va la gérer. Donc c'est le seul côté où j'aurai un côté un peu international. Donc ouais, j'imagine que ça doit être un chouette boulot, divers et varié et central en même temps. Donc qu'est-ce qui te plaît le plus toi aujourd'hui dans ce que tu fais? Ouais, donc déjà pour répondre pour confirmer ce que tu dis, ouais, c'est super intéressant. Chaque jour est différent, tu vois. Ne serait-ce que ta boîte mail, quoi. Chaque mail est différent, chaque mail c'est un sujet un peu différent et tout. Donc c'est super varié comme boulot et très enrichissant. Moi, ce qui me plaît, c'est justement cette le côté polyvalence. Et puis j'ai une particularité qui fait qu'en fait je suis très comment on est organisé, en fait, comment un VF est organisé. Moi, je suis le seul représentant VF en France pour Altra. En gros, pour comprendre, les commerciaux qui travaillent pour Altra, ils sont dans une agence externe et moi, je suis le seul salarié interne Altra pour la France, D'accord. tu vois. Et du coup, ça me donne un statut particulier, ce qui fait que je me retrouve un peu tout seul pour la France. Et du coup, ce qui logiquement me donne une forme d'indépendance, tu vois. Donc c'est Mhm. vrai que c'est moi qui gère mon emploi du temps, mon planning, etc. Et ça, c'est très très plaisant. J'ai pas de bureau en particulier, tu vois, que ce soit confinement ou hors confinement, je suis toujours plus ou moins en télétravail, en déplacement. Donc ça, c'est top. Après, le fait que les déplacements, c'est vraiment chouette aussi, hein, tu vois. Moi, grâce à Altra, j'ai pu découvrir des endroits en France que peut-être personnellement j'aurais même pas pu découvrir, tu vois, où j'aurais pas eu l'idée d'aller dans ces coins-là. Mhm. Donc c'est super enrichissant. Bon, c'est bien un certain niveau de déplacement, tu vois. Quand tu te déplaces, moi je faisais toute la France tout seul, donc c'était top, tu vois. Mais socialement après, quand tu essaies de construire un truc, ça peut limiter. Mais j'ai toujours un rapport hyper positif avec les déplacements. Et puis après, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que déjà, je découvre tous les jours, tu vois, le milieu de l'outdoor. Tu vois, comme je t'ai dit, je viens pas de ce milieu-là. Donc, je suis arrivé avec Altra, j'ai dû me familiariser avec avec ce milieu-là. Donc, super intéressant. Tous les jours, j'apprends de nouvelles choses,
ouais, de nouvelles choses dans le monde de l'outdoor. Et en fait, le boulot en lui-même, tu vois, comme je t'ai dit, c'est que récemment que j'ai pris part à toute la partie marketing, la partie relations presse, la partie management d'équipe, enfin de team d'athlètes, etc. Donc c'est super challengeant comme boulot. Tous les jours, j'ai l'impression d'apprendre de nouvelles choses, de me perfectionner, de m'améliorer dans des domaines, tu vois. Donc c'est très très enrichissant comme boulot, très très enrichissant. Et justement, puisque tu parles de l'outdoor, quelle était ta vision avant de rentrer chez Altra du sport outdoor et notamment du trail? Alors, je pense qu'il y a quelques années encore, on n'entendait pas beaucoup parler, mais voilà, quelle était ta vision par rapport à cet aspect-là? Bah, j'avais aucune vision parce qu'en fait, je savais même pas que avant le trail, je savais même pas que ça existait le trail, quoi. Tu vois, moi, comme je t'ai dit, je viens de Guyane, j'ai fait Guyane, Île-de-France, région centre. Le point commun entre ces trois régions, c'est que au niveau des paysages, c'est très compliqué si tu veux faire du trail. Même si on sait à Paris, au final, à Paris, limite la plus grosse communauté de trail, c'est des Parisiens et puis bon, il y a les Bretons qui sont très forts. Et Mais les à Chaleurs. Paris, ils arrivent à se démener pour faire du trail. Mais moi, déjà que j'étais pas du tout dans ce milieu-là, Mhm. bah, moi, je les voyais pas les trailers de Paris, tu vois. Donc, j'ai jamais entendu parler jusqu'à que j'entende parler d'Altra avant. Je n'avais jamais entendu parler de trail. Le terme outdoor, je ne connaissais pas. Mhm. Je crois mon rapport le plus proche avec l'outdoor, c'était le ski et puis j'ai fait un peu d'escalade, tu vois, quand j'étais au collège et tout. Mais sinon, à partir de là, j'avais tout à découvrir, quoi. Donc j'ai, ce qui était un peu perturbant pour moi, ce qui sur certains points est pas toujours évident, c'est que bah du coup je me suis retrouvé comme ça dans un milieu où tu parles avec des gens qui en fait ça fait tu vois quand tu parles à un Savoyard et tout lui il vit outdoor quoi, c'est sa vie, il a même pas d'effort à faire donc il connaît naturellement toutes les disciplines du monde de l'outdoor, toutes les activités, toutes les marques, la culture un peu de ce milieu-là. Et puis moi, bah, chaque jour, j'étais en train de dire, bah, attends, c'est quoi Salomon? Bah, c'est quoi Salomon? Tu vois, enfin, tu vois, genre, moi, je venais de ça, quoi. C'est Tu vois, sûr, je venais c'est de sûr. ça. Mais comme c'est ça, je me suis pris par passion, moi, j'adore le sport, en fait, tu vois. Donc, d'un coup, tu vois, je viens d'expertise comptable, je me retrouve à évoluer dans le monde du sport. Ça veut dire que tous les jours, j'ai l'impression d'être un enfant avec les yeux qui brillent. Tu sais, on parle de sport, on parle de chaussures et tout, et c'était génial. Donc moi, je me suis pris de plein fouet ce truc-là, et puis du coup, je me suis pris de passion par le métier, quoi, tu vois. Donc j'ai appris et j'ai créé ma culture comme ça au fur et à mesure. Quelle est ta relation avec la communauté, notamment trail running? J'ai une relation très, en fait, la seule relation que j'ai avec la communauté running, c'est à travers la communauté ultra. Parce qu'en fait, moi, je fais de la course à pied, mais en fait, j'ai pas de club, j'ai pas un groupe d'entraînement. Mhm. Et en fait, je fais de la course à pied, un peu de trail quand je suis en déplacement, mais vraiment plus en complément de euh, de mon euh, de mon propre sport, tu vois. Je fais un peu de capoeira, etc. Donc, je le fais en complément. Et du coup, quand j'ai l'occasion, bah déjà, c'est compliqué avec les testings enfin les testings de la situation Covid, mais quand j'étais tout le temps en déplacement avec les testings, bah, du coup, c'est là que j'étais en contact avec les coureurs. Donc pendant les testings, pendant les événements, pendant enfin, certaines courses ou desquelles on était partenaire et que du coup, on pouvait participer. Donc c'est vraiment à travers le boulot que j'ai créé un lien avec la communauté running. Donc j'ai toujours quelques contacts à droite, à gauche avec les gens, mais surtout, mais là, ce que j'entretiens, c'est surtout à travers la team elite et les ambassadeurs. C'est mon vrai contact avec la communauté. Pour en revenir un petit peu aux deux fondateurs d'Altra, Ouais. quel lien vous avez entre toi et eux notamment? Vous avez des liens privilégiés, récurrents ou pas du tout? Alors, moi, le Golden Harper, celui qui a l'origine même de l'ADN d'Altra, je l'ai vu qu'une fois furtivement. J'étais parti aux États-Unis justement pour le boulot. Et puis, je l'ai vu furtivement. Donc voilà. Mais par contre, Brian Dexter, qui est plus, on va dire, le commercial, donc c'était lui qui voyageait le plus souvent et qui venait faire les meetings, les gros meetings européens. Et c'est vrai qu'on avait très vite, je me suis retrouvé à échanger avec lui. Franchement, on a passé de très très bons moments. Les Américains, ils sont comment dire, c'est très facile de créer de la proximité. Tu vois, Mhm. c'est très cool, c'est très détente. Ils sont limite, ils sont plus détente que toi, quoi. T'as même pas l'impression que le mec, il est à la tête d'une
grosses marques internationales et tout, quoi. Donc, franchement, on a passé des beaux moments, on a fait des soirées ensemble et tout. Tu vois, à l'UTMB, c'est toujours l'occasion, on se retrouvait pour passer des bons moments ensemble. Et tu vois, régulièrement non, mais quand on a l'occasion, tu vois, on peut s'envoyer des messages pour savoir bah, comment tu vas, etc. Donc, c'est très plaisant de travailler pour une marque où tu te dis, enfin, tu peux échanger de manière aussi simple avec le mec qui a créé la marque, quoi, tu vois. Et toute l'équipe est un peu comme ça. C'est très facile les relations sont très faciles entre collègues. Tu disais tout à l'heure, Altra, c'est pas une marque qui est super vieille, elle a un peu plus de 10 ans, c'est ce que tu disais. Ouais, Voilà. ouais, c'est ça. Euh, Quelle est l'ambiance et comment poser la question? Quel est le positionnement d'Altra dans le milieu du trail running par rapport aux autres marques qui sont beaucoup plus fat pour la plupart? Ouais. Euh, alors, le positionnement, c'est en gros, c'est proposer. En gros, on veut pas forcément venir en frontal, tu vois. En tout cas, moi, je vois pas Altra comme une marque qui est à l'opposé ou des marques traditionnelles. Moi, Altra, en fait, ça va juste venir proposer une vision de la course à pied qui est juste différente, tu vois, par rapport à la vision traditionnelle. Et, euh, et, euh, et du coup, on va juste offrir, comment dire, ou là où le marché un peu, on va dire, traditionnel va proposer des chaussures, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, quand tu regardes une chaussure standard, la conception des chaussures actuelles sont avant tout basées sur des propos marketing, en Mhm. fait, tu vois. S'il y a de l'amorti au niveau du talon et pas à l'avant, c'est avant tout pour un propos marketing, parce que du coup, si tu fais une semelle épaisse, ben, ça va sous-entendre plus de confort. Si il y a plus de confort, ça sous-entend de meilleures ventes. Après, pourquoi que les chaussures sont de plus en plus fitées, affinées, etc. C'est parce que ben, au niveau visuel, etc., c'est plus joli. On est plus sur des tendances de style qui se fait dans le fashion, etc. Donc voilà, la conception des chaussures est basée avant tout sur un propos marketing. Mhm. Et en fait, Altra essaye de proposer une conception de chaussures basée sur les vrais besoins de la course à pied et de la biomécanique du corps et de la morphologie du corps humain. Voilà. D'accord. On en parlait tout à l'heure, la principale caractéristique de la marque Altra, c'est son drop zéro. Est-ce que tu peux déjà rappeler ce qu'est le drop? Donc je pense que la majorité des auditeurs connaissent le concept, mais est-ce que tu peux nous le repréciser, s'il te plaît? Ouais. Alors, ouais, tout simple. Le drop, c'est la différence de hauteur d'amorti entre le talon et l'avant de la chaussure. C'est une notion, on parle en millimètres. Donc, par exemple, si on dit drop de 12, ça veut dire que on parle, c'est 12 millimètres. Et en gros, si on parle de drop de 12, c'est qu'il y a une différence entre l'avant de la chaussure et l'arrière de 12 millimètres. Et voilà, tout simplement. Tout simplement. C'est ça la définition du drop. Quel est l'intérêt de ne pas avoir de drop sur une chaussure, principalement? L'intérêt, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis obligé de faire un peu, Vas-y, vas-y, je t'en prie. parler aussi du drop. En gros, plus on a un drop élevé, donc il faut vous représenter. Imagine que vous avez une chaussure plate et d'un coup vous venez augmenter l'amorti mais qu'au niveau du talon. Donc on aura le pied qui sera incliné. Et du coup, vu qu'on a plus de matière sous le talon, lorsqu'on va courir et lorsqu'on va vouloir poser l'appui avec la jambe de devant, forcément c'est le talon qui va toucher en premier. Et du coup, généralement, ce qui va se passer, c'est qu'on va toucher, l'appui va se faire l'appui va se faire devant le bassin, jambes tendues, et du coup c'est le talon qui va poser. Et du coup, avec un drop élevé, on aura cette fameuse attaque talon. Et on s'est rendu compte que quand on va venir réduire le drop et passer un drop nul, ben en fait, au lieu que le talon se pose devant le bassin, en fait, comme il n'y a plus de matière sous le talon, on peut parler comme si le talon il va se dérober parce qu'il n'y Mhm. a plus de matière. Et en fait, l'appui va pouvoir se placer sous le bassin, le pied à plat. Et généralement, ça s'accompagne d'une jambe fléchie. Et du coup, ces trois éléments entre l'appui qui se fait sous le bassin, donc on n'est pas désaxé par rapport au centre de gravité, l'appui qui se fait médio-pied, voire un peu sur l'avant, donc ça veut dire qu'on va réceptionner à plat et on va pouvoir utiliser le mollet, le tendon et tous les éléments de la cheville pour pouvoir contrôler la réception. Et en plus, la jambe fléchie qui va permettre d'absorber le choc au niveau du genou et au niveau du quadriceps. Et du coup, en fait, le fait de courir en drop faible, voire nul, ça va permettre de faciliter
l'acquisition de ce qu'on appelle la foulée naturelle, la foulée médio-pied. Et l'intérêt derrière, c'est d'avoir une foulée plus légère et du coup, réduire le risque de blessure au niveau articulaire. Passionnant. Euh, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais j'arrive pas, moi, à me faire la représentation du lien direct entre une attaque talon et les blessures potentielles. Est-ce que tu pourrais nous éclaircir ce sujet-là? Ouais, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le talon en soi, le talon n'est pas une zone pour absorber des impacts importants. C'est naturel pour nous, lorsqu'on va marcher, on pose le talon et on déroule, tu vois. Mhm. Mais lorsque on doit supporter des charges, parce que lorsqu'on court, on peut, sur la réception, sur l'appui, on peut avoir jusqu'à 3, 5, voire 10 fois son poids de corps sur l'appui. Mhm. Et en fait, le talon, bon, voilà, il y a la petite couche de graisse sous le talon et tout de suite, il y a l'os. Donc déjà, le talon n'est pas conçu pour supporter les impacts importants. Et l'attaque talon aussi, comme je t'ai dit, le positionnement. T'imagines, donc tu viens poser l'appui au niveau du talon devant le bassin. Et ce qu'il faut comprendre avec le fait de venir poser devant le bassin, le centre de gravité se trouve au niveau du bassin. Donc vous imaginez une ligne verticale qui passe de votre tête au niveau du bassin jusqu'au sol. Tous les appuis qui vont se faire devant ce centre de gravité physiquement, mécaniquement, c'est la loi de physique, va générer une force de retour, en fait. Donc, en fait, à chaque fois que tu vas poser un appui devant ton bassin, c'est comme si tu te prends instantanément une force équivalente de freinage, tu vois. D'accord. Et donc c'est la première chose. Et généralement, quand on parle de le cliché un peu de l'attaque talon, ça va se faire aussi avec une jambe tendue. Donc, tu as l'appui talon devant le bassin et avec une jambe tendue. Et en fait, cette combinaison-là fait qu'en fait, tu n'as aucun élément pour venir absorber le choc à part les articulations. Donc en fait, c'est ton articulation directe qui va absorber, donc genou, hanche et dos. Alors qu'une articulation, c'est pas censé absorber les chocs. Ce qui va absorber les chocs, c'est les tendons et les muscles, Mhm. tu vois. Donc c'est le lien entre l'attaque talon et le risque de blessure. Parfait. J'ai tout compris. Là, c'est clair. J'espère. Quel est le risque, Sherwin, de passer d'une chaussure en drop, comme moi, par exemple, entre 4 et Ouais. 6, à une attaque, à un drop zéro trop rapidement? Alors, le risque, du coup, pour comprendre, lorsqu'on passe sur une habitude drop de 12 et puis qu'on passe à un drop zéro, on sera du coup en position pied à plat. Et en fait, ça va mettre le tendon d'Achille et Le le mollet mollet? en position, on va dire, longue. On va dire longue. Et si naturellement on n'a pas l'habitude de solliciter le mollet ou le tendon, ou que naturellement on a le tendon un peu court ou un peu raide, pareil pour le mollet, Mhm. et qu'on vient passer sur une chaussure à plat beaucoup trop rapidement, ah ben du coup, par exemple, le tendon, vu qu'il n'a pas l'habitude de travailler à ce niveau d'étirement, ça peut générer une inflammation. Mais ça, c'est sur le papier. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a énormément d'éléments autres qui interviennent justement lorsqu'on va découvrir une chaussure comme Altra et qui vont venir nuancer tout ça. Mhm. Et c'est pour ça que alors je l'entends un peu moins, en tout cas, je trouve que le discours est beaucoup plus nuancé, mais quand je commençais à travailler avec Altra, déjà, enfin, le drop, c'était vraiment devenu la notion par excellence, jusqu'à que j'entendais des gens qui résumaient les chaussures par leur drop. Donc, Mhm. en disant, ouais, moi, j'ai déjà testé un drop set, tu vois. Mais si tu réfléchis, ça ne veut strictement rien dire. Et le drop, c'est qu'un élément parmi tant d'autres pour qualifier une chaussure, tu vois. Mhm. Il y a le poids de la chaussure, la flexibilité, les matériaux utilisés, sa conception, etc. Et tous ces éléments sont tout aussi importants les uns que l'autre pour définir le profil d'une chaussure. Et du coup, au final, tu peux très bien avoir un mollet ou un tendon un peu court, mais si tu prends une bonne chaussure, ça veut dire une chaussure qui te va, ça veut dire avec le bon matériau, la bonne hauteur d'amorti, la bonne conception, etc. Tu peux très bien être en zéro drop et pas du tout sentir que tu es en zéro drop, que ça te fasse aucun effet, tu vois. Mhm. Ou tu peux très bien avoir un mollet court ou un tendon court, mais par contre, t'as une posture de course qui fait que naturellement, la foulée naturelle, enfin, te va bien. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc moi, quand je faisais les testings, tous les jours, je recevais tout le temps des gens qui me disaient, bah, écoute, tu vois, moi je pensais trop pas que je pouvais
courir avec en zéro drop parce que je suis un gros talonneur et en fait ça s'est très très bien passé, etc. Donc le seul truc c'est que le drop c'est important, mais c'est pas le plus important. Il y a d'autres critères qui sont importants donc voilà. Très bien. Bah, c'est clair, hein, Sherwin, je te remercie. Non, non, c'est J'essaye. très clair, c'est très clair. Moi, pour parler un petit peu personnellement, j'ai des gros soucis. Ouais, Alors, je suis pas un talonneur, je suis pas un gros talonneur, mais j'ai des gros soucis au niveau de la, comment dire, des douleurs assez récurrentes sur l'avant du pied, en dessous, ok, sous les métatarses. Et c'est vrai que ouais, idéalement, j'aimerais courir médio-pied ou un peu plus sur l'avant du pied, mais j'ai toujours ce ouais. problème de douleur qui revient régulièrement. Donc c'est vrai que moi, l'idéal pour moi, ça serait d'avoir un Est-ce que déroulé est-ce que assez t'as naturel. comme est-ce que t'as comme un syndrome de Morton, un truc comme ça te parle? Alors là, je peux pas te dire, je sais pas ce qu'est le syndrome de Morton. Bon, ouais, c'est ça. Bah après, je suis pas non plus un spécialiste, mais je sais que c'est une douleur qui peut intervenir au niveau des métatarses. Mhm. Et c'est là que ça fait une très très belle transition avec l'autre concept, parce que on résume beaucoup Altra avec cette histoire de zéro drop qui s'appelle maintenant balance cushioning. Mais en fait, on oublie très souvent ce que moi je considère comme le concept le plus important d'Altra, qui est la foot shape, le fait de libérer l'avant du pied. Mhm. Et si tu rencontres quelqu'un qui court en Altra, qui a plusieurs paires, et tu dis ouais, pourquoi tu continues à courir en Altra, dans la majorité des cas, il va te dire le confort. En fait. Il va te dire le confort, la foot shape, et après il va te dire éventuellement le zéro drop. Mais en final, c'est pas vraiment ce qui fait que quelqu'un va adhérer à Altra. C'est D'accord. vraiment le confort global, l'accueil de la chaussure. C'est l'équilibre. Ouais, voilà, c'est l'équilibre, c'est ce confort, c'est de sentir vraiment que tu es en liberté dans ta chaussure, mais en même temps, tu as cette protection, tu as ce machin qui fait que Mhm. tu te sens en même temps libre, mais en même temps, tu es en sécurité. Et pour revenir avec ton histoire de problème, il y a le syndrome de Morton, justement, donc tu as ce problème, cette douleur au niveau des métatarses, et qui peut être accentué par le fait que comme les chaussures traditionnelles maintenant sont très serrées à l'avant, Mhm. eh ben, du coup, ça va comprimer ton avant, et du coup, forcément, ça va avoir une compression au niveau de tes métatarses, ce qui fait que du coup, bah, quand tu vas poser l'appui, comme tu es déjà compressé, eh ben, ça va favoriser l'inflammation. Et du coup, tu as plein de personnes qui ont justement ce syndrome-là. Et en fait, on dit, les personnes qui ont le syndrome, il faut qu'elles choisissent une chaussure avec de l'amorti, justement, pour Mhm. absorber l'impact et que ça soit pas trop violent au niveau de la zone douloureuse. Et avoir un peu plus, et réduire la pression au niveau du métatarse. Et du coup, D'accord. et en fait, le fait d'avoir la largeur à l'avant, ça fait qu'en fait, t'as plus du tout de pression au niveau du métatarse. Et en fait, ça permet, il y a des gens qui, du coup, ont plus de douleur, mais qui vont quand même courir en médio. Tu vois la Mhm. différence? Et courent en médio, mais comme il n'y a plus du tout de pression au niveau du métatarse, ben, en fait, il n'y a plus de douleur. Donc, du coup, pour ton cas, ça peut être intéressant de tenter l'aventure avec Altra par rapport à ça, mais plus limite dans une logique un peu de rééducation. Mhm. Et je fais aussi je balance un peu tout ce qui me passe par la tête. Vas-y, vas-y. Il y a C'est là aussi, tu pour vois, ça. cette histoire de drop, aussi intéressant justement comme un principe de rééducation, parce que si je te fais le schéma du cycle, on va dire un cycle classique, ça veut dire que tu cours dans une chaussure traditionnelle, donc tu as un drop de 10, de 12, bref, peu importe le drop, on va dire que tu cours en attaque talon. Naturellement, tu cours en attaque talon. Et puis, pour une raison particulière, tu t'inflammes, t'as voulu un peu trop courir intensément, etc. Tu t'enflammes un peu le tendon. Du coup, tu vas voir ton spécialiste et on va te dire, bon voilà, là, il faut courir avec une chaussure avec drop élevé pour Soulagé. relâcher au niveau du tendon. Ce qui se passe, c'est que du coup, bah, tu continues sur ça. Et comme tu prends moins l'habitude d'utiliser ton tendon, au fur et à mesure, ton tendon, il se raccourcit et il se rigidifie. Mhm. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le tendon, on appelle ça des tissus conjonctifs. Et en fait, les tendons, pour qu'ils soient en bonne santé, il faut qu'ils soient régulièrement sollicités. Tu vois, il D'accord. faut qu'ils soient étirés, tendus, il faut qu'ils soient sollicités. C'est comme ça que les tissus conjonctifs gardent leur élasticité et leur bonne santé. Mais si t'as pas l'habitude d'utiliser ton tendon, bah voilà, il perd en élasticité, il gagne en rigidité, ce qui fait qu'à la moindre sollicitation, ça veut dire d'un coup, tu vas peut-être tenter une fois une chaussure avec un drop un peu plus faible, ou tu vas essayer de pousser un peu plus sur un dénivelé, ah ben ça va s'enflammer. Et tu peux te retrouver tout le temps dans ce cycle-là et te dire ah ouais non mais moi je peux pas tenter de chaussures un peu light, un peu faible drop ou quoi que ce soit parce que moi j'ai des tendons fragiles. Mais du coup, si tu pars sur une chaussure comme Altra, qui en plus propose de l'amorti, tu peux passer comme un process de rééducation, donc tu réhabitues
ton tendon, ton mollet, à travailler dans une position longue. Et du coup, tu prends bien sûr une bonne chaussure avec de l'amorti. Et en fait, progressivement, tu réhabitues et tu peux te dépatouiller de ce problème d'inflammation de tendon. Tu vois comment Mhm. instinctivement tu penses pas à ça, tu dis attends mais zéro drop, moi j'ai des douleurs au tendon chroniquement, ça sert à rien. Ah ben en fait c'est plutôt l'inverse. Faut limite réfléchir à l'inverse. Très bien. Bon, on récapitule. Altra, c'est zéro drop, mais aussi la partie avant qui est plus large. Et c'est ces deux éléments-là qui font, bien sûr, allier à un confort, C'est ça, ouais, à il y un a beau pas il y confort. a pas de hiérarchie. Moi Mhm. limite moi ultra c'est plus si je dois dire l'un des deux, c'est pour moi c'est plus foot shape, confort et drop qui vient derrière parce que on a des modèles en fait plus t'as de l'amorti, plus t'as un amorti qui va venir absorber les chocs etc. et plus t'as un amorti conséquent, je parle en termes de hauteur, Mhm. moins cette histoire de drop va se sentir. Tu vois. Mhm. Et si tu prends un modèle qui s'appelle la Vanish, tu vois, qui fait à peu près 100, qui fait 110 grammes, tu as 14 mm d'amorti, c'est que de l'EVA, c'est sûr que tu vas le sentir le zéro drop, tu vois. Parce Mhm. que là, c'est ton mollet et ton tendon. Comme t'as pas d'amorti, c'est ton mollet et ton tendon qui vont devoir faire le taf de réception, de réception, de propulsion. Par contre, si tu as un amorti colossal, bah en fait, l'amorti va prendre le pas sur le travail du tendon et du mollet, et du coup, tu vas pas vraiment sentir que tu es en zéro drop parce qu'en fait, la chaussure va faire une bonne partie du travail. Donc, euh, donc, par contre, ce que tu vas retrouver dans tous les cas, et l'effet sera toujours immédiat, c'est la foot shape. Tu vois, la Mhm. largeur à l'avant et tout. Et puis après, bien sûr, c'est ce fameux balance cushioning. Très bien. Est-ce que tu peux nous faire un petit, on va arriver tranquillement vers la fin de l'épisode là, Ouais, nous faire un ouais, petit ouais. balayage de vos produits, des produits que vous proposez. Alors, je crois que vous faites que des chaussures aujourd'hui. Oui, on fait que des structures. On a quelques textiles, mais qui sont plus à vocation pour les ambassadeurs et Mhm. puis pour la team, les équipes. Mais oui, on fait exclusivement que les chaussures. Et si je dois parler, on va dire, je vais pas sans m'étaler trop, mais si on doit parler des best-sellers trail et route, Mhm. et du coup, ce sera intéressant parce que on a le premier modèle qui est le modèle phare qui s'appelle la Lunpeak, d'accord, qui est l'un des tout premiers modèles d'Altra. Euh, Lonepeak. voilà, Lone Peak. L-O-N-E-P-E-P-E-A-K. Et là, on va passer normalement à l'heure où ce podcast devrait sortir. On sera à la Lunpeak 5, qui est un modèle, on va dire, oui, forcément tout terrain avec un très gros grip, qui est un modèle un peu polyvalence, qui va nous permettre de faire des trails courts à mi-distance. Donc on pourra facilement aller sur du 40, 50, 60. Et puis après, pour les gens qui sont qui ont l'habitude de courir avec ce produit-là, vous pourront facilement partir sur des ultras avec ce produit-là. Donc voilà, comme je t'ai dit, tout terrain, que ce soit terrain en montagne, technique, boueux, humide, peu importe, c'est vraiment le produit par excellence qui va favoriser un peu voilà de la légèreté et, euh, et, euh, et le contact avec le sol aussi. C'est un produit, tu auras de la protection, tu auras du confort, mais tu auras toujours ce contact avec le sol très important pour rester vigilant, rester acteur de sa course. Ouais, voilà, rester vigilant sur son appui et puis voilà, être en connexion avec le sol et avec la nature, quoi. Mhm. Donc ça, c'est le modèle phare en trail. Et pareil, allez, on va dire le modèle ultra, parce que voilà, l'ultra, c'est quand même la discipline trail. Donc on a l'Olympus 4.0, qui est le modèle phare ultra pour les ultras. Et du coup, par exemple, si tu regardes un peu les coureurs d'ultra sur le TMB, exclusivement, ils auront l'Olympus 4. D'accord. Donc voilà. Et en trait et en running, voilà, il y a plein de modèles. Le modèle phare, ça va être la Taurine, qui est le modèle marathon par excellence. Pareil, c'est le premier modèle. Si quelqu'un est intéressé pour découvrir Altra en trail, en route, Mhm. c'est la Taurine. Parce que il y a assez d'amorti qui fait que peu importe le niveau technique, qu'on soit débutant ou pas, qu'on soit talonneur ou pas, on aura de la protection et de l'amorti sur la pose talon. Et on va pouvoir progressivement travailler justement cette fameuse foulée zéro drop. Très bien. Foulée naturelle, je veux dire. Très bien, Sherwin. Est-ce que tu veux aborder un dernier sujet avant qu'on se sépare? Non, non, je pense qu'on a déjà abordé tout ce qu'il faut, hein. Moi, je dirais juste, non, si je dois dire un petit mot de la fin, c'est que il faut, moi, ce que j'en retiens de tout ça, de mon aventure avec Altra, c'est que il faut avant tout penser à soi dans sa pratique
de course à pied et ne pas sous-estimer aussi l'énorme capacité du corps humain à s'adapter à toute situation. Si on le veut, on peut pousser le corps humain à des niveaux extrêmes. C'est pas le but, mais du coup, pas forcément bloqué sur des histoires de drop, de foot shape, de technicité, de qualité d'amorti. Parce que déjà, en vrai, si on prend le temps d'investir sur nous-mêmes, on peut déjà atteindre des niveaux d'exercice, des niveaux sportifs assez incroyables, que ce soit qu'on se place sur le côté compétition ou loisir, quoi. Donc, prenez soin de vous, soyez dans la prévention, tout ce qui est renforcement, des travails de mobilité, de souplesse, de coordination, de proprioception, c'est des choses qui sont très très importantes, qui derrière vont nous permettre de débloquer des compétences, de débloquer des facilités dans l'exécution de nos activités, qui nous permettent derrière de prendre encore plus de plaisir en fait et de plus être dépendant de l'équipement. Tu vois, je travaille pour un équipementier sportif, mais c'est vraiment quelque chose un discours que je prône, quoi. Tu non, vois. mais c'est intéressant. La clé, c'est vous et pas forcément les équipements. Même si ça peut. C'est exactement ça. L'équipement derrière, ça va bien sûr. Après, tu vas faire du trail. Écoute, il me faut des battants parce que là, ça va être technique et tout. Il me faut telle chaussure, il me faut tel grip parce que ça va être boueux, tel niveau d'amorti. Bien sûr. Tu vois, là, voilà. Mais il faut pas que ça soit l'élément numéro un de sa condition physique. C'est avant tout sur nous et ne pas sous-estimer la capacité du corps humain à évoluer. Tu vois, on peut. J'entends toujours, oui, non, mais moi, tu sais, à 50 ans maintenant, ou moi, tu sais, je cours à talons, je peux pas trop évoluer. En fait, c'est juste faux, quoi. C'est juste faux. Moi, je le découvre tous les jours dans tu vois, dans mon propre sport, de mon côté. Il y a des trucs, je me dis, mais attends, mais c'est impossible que je puisse arriver à faire ça. Que ce soit en termes de force, que ce soit en termes de mobilité, d'amplitude de mouvement. Et puis, je me retrouve, à force d'assiduité, de me dire, bah, tu vois, j'arrive à faire des trucs, avant, c'était inimaginable, quoi. Donc, on est une machine d'adaptation donc il faut investir là-dedans et puis après derrière choisir le bon équipement qui va bien pour aller encore plus loin dans la perf et le plaisir, quoi. Voilà. Très bien, eh ben, Sherwin, c'était parfait. Tu remplis à merveille ton rôle dans le marketing, là il n'y a pas de doute, hein. Moi, voilà, c'était un agréable moment, je me suis régalé. Bah ouais, j'espère que les gens aussi qui vont écouter trouveront ça intéressant, qu'ils pourront apprendre des choses, parce que moi, tu vois, j'ai l'impression de répéter un peu toujours les mêmes discours, forcément, parce que j'en ai fait plusieurs. Mais j'essaie toujours à chaque fois d'apporter peut-être un truc que j'aurais pas dit sur les fois d'avant. Donc j'espère qu'il y a des gens qui peut-être ont entendu un peu parler d'Altra ou de foulée naturelle qui se posent encore des questions et que j'aurais réussi à répondre à certaines de leurs interrogations. Je pense que c'était très clair en tout cas. Je te remercie énormément, Sherwin, et puis je te souhaite une bonne soirée, et puis à très bientôt. À très bientôt, Nicolas. Merci pour tout. Et puis, je te dis à une prochaine. À la prochaine, Sherwin. Merci beaucoup encore. Salut. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de notre invité. Et je le remercie de nouveau de s'être rendu disponible pour un épisode du LTP. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP Rien de plus simple, rendez-vous sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try, sur YouTube à Let's Try, ou alors je vous laisse taper Let's Try le podcast sur les moteurs de recherche et vous tomberez sur mon site internet. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois, newsletter sur laquelle il y a les news du LTP, les invités à venir et tout un tas d'autres sujets. Vous trouverez le lien d'inscription sur les différents moyens de communication. Et comme vous le savez, le Let's Try Podcast est un projet 100% bénévole. Donc si le cœur vous en dit, et pour soutenir le projet, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Patreon/Let's Try le podcast. Patreon, Patreon. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut